La revue de l'année politique avec Philippe-Vincent Foisy. Bonjour à tous, bienvenue à la revue politique Cube Radio avec nous, Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc et Marie Montpetit. Bonjour à vous trois. Bonjour. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy, je suis animateur à Cube et analyste à TVA et au Journal de Montréal. Grosse année en 2022. C'est 2022 qu'on a fini. Oui. On s'en va en 2023. Je suis sûr qu'on est On est à la même place. On finit à la même place. Ça a été une grosse année politique. Énorme. Oui. Bon, on va commencer avec votre moment le plus fort cette année, le moment qui vous a le plus marqué, Yasmine. Passeport Canada. Ah ouais. Définitivement, l'été Passeport Canada, Tu me rappelles des mauvais souvenirs. On dirait des C'est camps pas de fini. réfugiés chez Guy Favreau, le monde qui campe, la pluie qui tombe, le manque de toilettes, le gouvernement absent. Pour moi, c'est un moment triste de l'année. Triste pour nous contribuables qui payons très cher pour avoir des services. Le fédéral a très peu de services à la population à donner et ils l'ont raté sur toute la ligne cette année. L'avez-vous vécu? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avez... C'est pas fini. Je veux dire, moi, j'ai fait une demande en juin là, par la poste. J'avais pas de date. Les 4, là, tu sais, 2 adultes, 2 enfants, j'ai envoyé ça. J'ai reçu 3 passeports sur 4. Parce que ma plus vieille... Ouais, 3 sur 4, 75%, pas pire. Parce que la plus vieille, on avait envoyé un certificat de naissance. Mais tu sais, il y a différents formats. Ça prenait le format long. Mais ils m'ont renvoyé le plus petit format. Mais ils m'ont jamais dit que j'avais pas le bon format. Il a fallu que j'appelle. J'étais 216e au début du mois de décembre, fin novembre. Puis là, finalement, là, j'ai trouvé le bon papier. Puis là, je l'ai envoyé. J'attends toujours. Mais ils me l'ont pas dit. Ils m'ont renvoyé le document, mais ils m'ont pas dit que c'est pas le bon. C'est le fun, Marie. T'as eu du fun passeport aussi? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir avec le passeport de ma fille. Comme plein de gens, je me suis rendu compte après 3 ans de pandémie qu'il était échu, ce dont je ne me souvenais pas. Je pense qu'on a été beaucoup à être confrontés à ça. Ouais. Puis oui, non, moi, par chance, ça s'est réglé, mais on est parti juste la moitié de la gang parce qu'il y en a d'autres qui attendaient depuis 7 mois et qui attendent toujours, d'ailleurs. C'est très, très long, ce processus-là de passeport encore maintenant. Là. C'est moins de chaos, mais c'est encore pas très efficace. Ton moment fort cette année? Ben mon moment fort, je te dirais que c'est toute la question de l'invalidation de l'arrêt Roe versus Wade. Là. Aux États-Unis sur l'avortement. Aux États-Unis oui. sur l'avortement. Tu sais, ça, pour moi, c'est impensable qu'aujourd'hui, on puisse encore avoir cette discussion-là sur le corps de la femme, sur le fait qu'il y a des gens qui puissent intervenir pour interdire l'avortement. Donc ça, pour moi, c'est un recul historique catastrophique pour les femmes, puis de voir qu'il y en a qui doivent en cachette changer d'état, puis que là, il y a tout un contrôle autour de ça. J'ai toute la question aussi des applis sur le téléphone qui suivent ton cycle, puis là, qu'il y a une façon de voir si tu t'es fait avorter. Tu sais, c'est surréel et c'est d'une tristesse sans nom, là. Marc-André, ton moment... Ben, moment fort, je vais vous ramener du côté d'Ottawa. Ouais. L'hiver dernier. Toi, tu vis à Gatineau. Ouais, moi, je vais à Gatineau. Le convoi de la liberté, le spa devant le Parlement, tu sais, la bouffe, vraiment les manifestants, là, qui a vraiment perduré. Mais c'est au-delà, tu sais, de la manifestation, puis même, ça faisait des semaines que c'était prévu, tu sais, la police d'Ottawa les a laissés s'installer. Mais c'est tout, là, ce qu'on a appris au cours de la commission Rouleau, là, tu sais, comme le maire d'Ottawa à l'époque, Jim Watson, il a un cellulaire, mais il répond pas au cellulaire, quand les conseillers l'appellent pour dire que ça va mal. C'est pas de sa faute, il se passe jamais rien à Ottawa. Ouais, c'est ça. Là, on va se faire rappeler encore. Allez, le monde ça en est d'Ottawa. passé des affaires Hey, cette année. encore d'intimidation sur les gens qui habitent Gatineau. Ouais. Mais là, t'as le maire d'Ottawa qui, lui, son cellulaire, il le laisse fermer. Les conseils municipaux l'appellent, il répond pas. La police d'Ottawa, eux autres, ils pensaient pas que ça allait arriver. On va laisser des camions devant le Parlement. C'est agréable en plein mois de janvier. Fait que tout ça, Justin Trudeau qui invoque les mesures d'urgence, je pense que c'était un gros moment. On n'avait jamais vu ça. Mais ça nous démontre également comment c'était désorganisé, là. Tout le monde, ça se communiquait pas ensemble, pas capable de se parler. Fait que, on va voir si février 2023, là, ça a l'air qu'on se prépare. On va voir. Est-ce qu'on a vraiment appris? Il pourrait appeler les gens de Québec. Je pense qu'à Québec, ils nous ont Québec, ils ont montré serré à la vis, là, exact. Ouais, Parce mais que- c'est aussi, pour moi, c'était le pire moment de l'année. Là. Honnêtement, Ouais. politiquement, c'était un moment hyper tendu. D'autant plus qu'on avait le spectre de ce qui s'est passé aux États-Unis en janvier 2020. Puis là, on se disait, c'est-tu ça qui est en l'assaut train... sur le Capitole. L'assaut sur le Capitole. Et on se disait, c'est-tu ça qui va se faire chez nous, à Ottawa? On peut pas croire qu'une capitale d'un pays du G7 soit prise d'assaut d'une manière aussi facile, d'une manière aussi solide de la part de manifestants non organisés. Là, ils étaient pas si organisés, mais
ils se sont organisés avec le temps, étant donné qu'on leur a laissé le temps de s'organiser. Alors, tu dis ça, puis j'en ai la chair de poule parce que moi, je trouvais justement que politiquement, là, écoute, c'était impensable. Puis comme élu, justement, on se disait, Colin, tu sais, ça prend des proportions sur la sécurité des élus, sur, comme tu dis, là, c'est prendre un parlement d'assaut, prendre une ville d'assaut. On est quand même chanceux que ça n'a pas le problème qu'on a vu, c'est parce que c'est Ottawa. Là. Tantôt, Yasmine, elle nous faisait une petite blague. Elle nous disait qu'Ottawa, c'est tranquille. Je le rappelle, mais c'est vrai que c'est tranquille. Mais c'est vrai que c'est tranquille. Mais c'est parce que c'est Ottawa. Tu sais, le monde à Montréal ne s'occupe pas d'Ottawa, puis le monde à Toronto ne s'occupe pas d'Ottawa. Puis le monde à Ottawa il s'occupe pas d'Ottawa. Mais la même histoire. À Québec, à Montréal, à Toronto, ça aurait duré 2 jours. Mais à Ottawa, non, mais c'est regarde, ils ont dit à un moment donné, on s'en va sur Québec, puis ça a été comme Ottawa, c'est ça, c'est comme une ville franche un peu. Là. C'est à personne. C'est pas provincial, c'est pas municipal. On s'estime à savoir, tu sais, la rue là, devant le Parlement, on s'estime à savoir est à qui. Là. Es-tu au fédéral? Es-tu à la ville? Es-tu à la province? Personne ne la veut. Là. Mais on peut-tu s'entendre que c'est... mais elle est encore fermée. Ce qui a nuit le plus à cette gestion, à ce conflit-là, à cet événement-là, c'est le silence des politiciens et des autorités gouvernementales. Doug Ford sortait pas. Justin Trudeau sortait pas. Le service de police était comme mal pris. Puis personne n'avait le courage de prendre des décisions. Puis là, quand c'était rendu que c'était trop tard, ben là, on sort la bazooka puis c'est la loi. Clairement. Bon, pire moment, toi? Ben, je pense que c'est toute là, la controverse autour d'Hockey Canada. Là. Les scandales, les budgets, ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. On sait pas cette culture-là. Puis que ça va encore plus large. On va dans... C'est pas juste le hockey là, qui est le sport national, c'est dans tous les sports. Comment les fédérations sportives là, sont malades. Dans le sens que là faut qu'ils se on a dit beaucoup là, pendant la pandémie se réinventer. Là, faut qu'ils se réinventent. On voit, on donne des Coupes du Monde au Qatar, il y a pas les droits humains, tout ça, quand c'est pas les Jeux olympiques en Chine. Fait que tout là, le sport, il y a beaucoup de politique dans le sport, mais il y a toutes les controverses, les fédérations sportives, on se ferme les yeux, on profite des athlètes, on les appuie pas, on les applaudit quand ils vont aux Olympiques, mais après ça, on s'occupe pas d'eux autres, on les laisse des fois sans études, sans amener. Les entraîneurs aussi. Les entraîneurs, on les laisse aller, personne ne veut s'en mêler. Fait, je trouve que 2022, là, ça a été marqué par, bien sûr, Hockey Canada, parce que c'est notre sport national, mais par toutes les fédérations sportives. Là. Marie, ton pire moment? La guerre ouverte au PLQ pour la troisième vice-présidente. Ça, c'est un enjeu. Ben là, écoute, c'est un gros enjeu. La guerre ouverte entre Marie-Claude Nichols et Franz Benjamin pour un poste dont probablement 80... Le nouveau trône de fer. Oui, mais que 98 % des gens n'avaient jamais entendu parler. Peut-être qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un deuxième vice-président. Non, c'était pour la troisième vice-présidence. C'est le Hunger Games libéral. Complètement. Mais c'était pathétique. Honnêtement, c'était pathétique, c'était triste. Et pour l'institution, et pour le Parti libéral, et pour les élus. Je veux dire, tu sais, c'est des gens qui sont censés se rendre à l'Assemblée nationale. Ils sont juste 125. C'est un poste privilégié. Puis tu es là à te battre publiquement, en plus de ça, là, je veux dire, ils sont sortis les deux publiquement sur cette grande quête du ben c'est même pas le Graal, là, de la troisième vice-présidente, donc qui est très pathétique. La chaise de patio qui est dans le fond de la cour. Voilà. Moi, je rajouterais quand même l'inflation doublée de la guerre en Ukraine qui nous fait mal et nous a fait pas mal en 2022, mais on va pouvoir en reparler. Médaille d'or. Étoile dans le cahier, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Est-ce qu'il y a un politicien, une personnalité publique? Il y a quelqu'un qui s'est démarqué, quant à moi, pendant cette année. Pas nécessairement pour la qualité des propositions qu'il fait ou la qualité de ses réponses, mais plutôt sur son côté stratégique, tactique. Il est en téflon. Il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui brûle. C'est François Legault. Il est capable, malgré des bourdes, malgré le rapport de Jeanne Kamel sur les CHSLD, malgré la pandémie, malgré tout ça, à sortir grand gagnant. La santé, l'éducation, le palais de justice. Palais de justice, fusillade de Montréal. Name it, là. Il n'y a rien qui colle. Il est solide, puis tout le monde l'aime pareil. Tu mets un collant sur le téflon. Je mets un collant sur le téflon en espérant qu'il colle cette fois-ci. Marie? Bruno Marchand, le maire de Québec. Ouais. Moi, je le trouve un extraordinaire au niveau de ses prises de position sur la question, entre autres, du troisième lien, du tramway, mais très authentique aussi. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui a la capacité de redonner confiance, d'enlever le cynisme, d'amener des jeunes vers la politique, de montrer qu'on peut faire de la politique, puis tu sais, pas être coincé, puis s'habiller comme on veut avec nos running shoes. Mais je le trouve cool. Mais tu sais, au-delà de l'enveloppe, je trouve que le contenu est vraiment intéressant. Il y a du fond, là. Ouais. Tout n'est pas
d'accord? Je sais pas. Non, mais l'an passé, à pareille date, là, pour le journal Montréal, Journal de Québec, j'avais mis dans mes 3 étoiles de 2021. Mais cette année, je sais pas, des fois, il fait des déclarations. Tu sais, comme année, il dit 3e lien, là, ça va me prendre des preuves puis des études. Ouais, mais va voir les 2 ponts que t'as, là. Ils sont sur le bord de tomber, là. Tu sais, année, c'est comme. Puis là, si vous êtes contre le tramway, puis c'est parce que vous êtes contre l'environnement, tu sais. C'est pas une raison pour faire les choses n'importe comment. Ouais, mais il étire un peu, là, des fois. C'est-tu parce qu'on n'est pas habitué à avoir un maire woke à Québec? Est-ce qu'il est woke? Il est-tu woke? Il est-tu woke? Il est à gauche, là, le tour d'une porte. Est-ce que tu veux vraiment ouvrir cette porte? Là, c'est quoi un woke? Ouais, mais tu sais... tu veux vraiment ouvrir cette porte-là? Referme-la. Non, mais il sort de l'ordinaire. Tu sais, Québec nous a habitués à avoir des mers colorées. Tu sais, tu peux pas être plate, sans saveur, sans odeur, être maire de Québec. Tu as besoin d'avoir un certain edge. Il a ce edge-là. Est-ce que c'est celui avec lequel nous a habitués Régis Labo? Moi, pas nécessairement, mais je trouve qu'il rapporte quelque chose de rafraîchissant là, avec ses souliers rouges, là, même partout à l'international. Il est parti en Tunisie avec ses souliers rouges puis un complet. Mettons, vous avez le choix entre Bruno Marchand et Valérie Plante. Bruno Marchand. Toi, ton étoile? Ben moi, je vais la donner à Paul Saint-Pierre Plamondon pour avoir sauvé... Tu lui donnes une couronne? Ouais, une couronne, exactement. Le roi Paul. Pour ce qu'il a fait là, de sauver quand même le Parti québécois, remporter Camille Lorrain. Merci à la voleuse de dépliants, mais quand même. L'histoire du serment, là, ça, toi, t'es moins vendu. On est tiré à la sauce. Parce que maintenant, l'ironie, c'est que tu profites, tu sais, je veux dire, tu te dis, moi, je ne fais pas le serment, mais les autres, faites-le pour changer les règles. Tu sais, je trouve qu'à un moment donné, là, on est tiré la sauce. Mais bon, sinon, le Parti québécois, on n'aurait pas parlé d'eux après la campagne. Fait que, puis là, c'est la pire défaite. C'est le pire résultat. On en parle pour d'autres raisons. On en parle pour d'autres raisons. Fait que, tu sais, pour la diversion, moi, j'adore ça en politique. Tu sais, quand tu fais diversion, là, tu penses. C'est dur de se démarquer en politique. Il faut leur donner ce ils l'ont fait, puis il a fait une bonne campagne. Il n'y a pas eu de discussion sur est-ce que le PQ est mort. Non. Alors que c'était là, on est allé sûr avant l'élection qu'on allait parler. Mais la meilleure manière de prouver que le PQ est encore vivant, c'est de brasser de la merde. Là. On va se le dire. Là. Regarde, on existe encore. On est encore là, puis ils ont réussi à le faire. Sauf que quand ton cheval de bataille, c'est plus la souveraineté, c'est le serment. Ça prouve que ta raison d'être n'est plus là. Ben non, c'est clair. C'est un poney. C'est un poney de bataille. Celui qu'on enlève le collant, on dit qu'il n'est pas gentil, bonnet d'âne, Yasmine. Jack Meat Singh à Ottawa. Jack Meat Singh qui a vendu son âme aux libéraux pour essayer de se maintenir pour les prochaines années en signant cette entente de non-agression avec les libéraux, leur donnant une sorte de majorité fictive jusqu'en 2025. C'est pas pourquoi les Canadiens ont voté l'année passée. Et Jack Meat Singh, il s'est un petit peu... il s'est peinturé dans le coin parce qu'aujourd'hui, ça commence à être difficile de critiquer les libéraux. On l'a vu avec la dernière... l'énoncé économique. Il sort, déchirer sa chemise, déchirer son turban, puis qu'il fait quoi après? Il se lève pour voter pour. Ça, c'est se peinturer dans le coin, puis ça mérite un bonnet d'âne. Marie? Ouais, écoute, je pense qu'elle n'a même pas eu le temps encore d'avoir un petit collant, donc j'y enlève pas, je fais juste pas y en mettre. C'est la nouvelle députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, qui a eu l'excellente idée de critiquer écoute, c'est une des premières sorties du Parti libéral du Québec, c'est de critiquer le discours de François Legault sur le fait qu'il l'avait fait seulement en français. Donc, petit rappel pour elle, il n'y a qu'une langue officielle au Québec et c'est le français. Puis elle comparait la situation en Afghanistan, puis de certaines... écoute, c'était inapproprié, c'est déconnecté, c'est allô la reconnexion avec les francophones, je veux dire, c'est ça. Donc, je pense qu'elle va avoir un mandat difficile. Comme disent les libéraux, it might be on brand pour certains. Ça va être difficile pour la suite. Marc-André? Ottawa, début d'année, janvier 2022, suivant l'élection fédérale, donc juste pour se replacer. On se replace. Erin O'Toole, l'ancien chef conservateur, qui a quand même il a perdu un vote de confiance de son caucus. Là. Habituellement, c'est les membres. Là, lui, c'est le caucus, une règle à Ottawa qui permet ça. Mais quand même, la veille du vote, il appelait les députés pour dire, tel sujet, je vais changer de position si tu votes pour moi. Je vais devancer le vote de confiance si tu votes pour moi. C'était désespéré, s'il vous plaît. Là. Fait que moi, Erin O'Toole, là, 2022, même c'était une année Johnson, difficile. Exact. Bon, vous écoutez la revue de l'année politique Cube Radio. La revue de l'année politique
avec Philippe-Vincent Foisy. La dernière année politique a bien sûr été marquée au Québec par la campagne électorale. On va en parler avec Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc et Marie Montpetit. Bonjour à vous trois. Donc, c'est quasiment un non-événement, Yasmine, la dernière campagne électorale. On a pas mal le résultat auquel on s'attendait. Rendons à César ce qui est parti à César. On s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus plate que ce ne l'a été. T'sais, on s'attendait à une campagne vraiment camomille où on connaît déjà les résultats, où on attend juste qui va se casser la gueule finalement. On les connaissait pas mal, ils l'ont collé à 8h08. Mais il n'y a pas eu grand surprise. Il y a quand même eu quelques événements ici et là qui ont épicé un petit peu cette campagne électorale-là, puis on n'a qu'à penser à tout le dossier de l'immigration. Il y avait des sujets... Merci Jean Boulet. Merci Jean Boulet. On s'attendait à avoir des sujets qui ont marqué les mois précédents, genre la fonderie Horn, on n'en a pas parlé pendant la campagne électorale. L'éducation, ça se faisait pendant la rentrée parlementaire. On n'en a pas parlé. La COVID, on n'en a pas parlé. Le tunnel Louis H. Lafontaine, on n'en a pas parlé. Fait que pour moi, c'était ça la surprise de cette campagne électorale, c'est que les dossiers les plus importants, on n'en a pas parlé. Puis les dossiers secondaires, disons, on en a parlé d'une manière particulière, curieuse et des fois très déplacée. Marc-André, si t'avais à qualifier cette élection-là, c'est quoi? C'était une élection de transition pour certains partis, une élection de continuité pour d'autres? C'était un passage obligé parce qu'on a une élection 4 ans. C'était plutôt ça. Puis je pense ce qui a marqué la campagne, c'est la pandémie. Pas la pandémie par rapport à la gestion, c'est le fait que l'électeur moyen, qu'est-ce qu'il s'est dit? Monsieur Legault, il n'a pas eu un vrai mandat. Il était 2 ans et demi pendant la pandémie. Là, on va lui donner un vrai 4 ans, un vrai mandat. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Fait que, tu sais, la campagne, c'est pour ça qu'elle était jouée. Tu sais, les autres formations politiques, bon, pas bon, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais, chose certaine, c'est comme déjà ancré dans l'électorat que, la pandémie, ils ont fait leur possible. Personne n'avait vécu ça depuis la grippe espagnole. Fait que là, François Legault, il mérite un vrai mandat. Marie? Marc-André, t'aurais pu faire les publicités de la CAQ en début de campagne, rappelle-toi. Avec une petite calotte, là. Moi, il est bien correct. Il paye pas cher. Il est bien correct, il me donne des recs. Il a fait son possible. Il a fait son gros possible. C'était ça, là, mais ça a marché. Mais c'est ça que les gens pensaient aussi. Ils n'ont pas essayé de le rentrer. Non, c'est facile. Déjà là, puis c'est juste qu'ils le mettaient en perspective. Mais c'est une campagne électorale. Je dis pas de grande surprise, mais il faut donner, rendre à César ce qui appartient à César. Je veux dire, les sondeurs ont fait comme un excellent travail. Là. Puis, écoute, François Legault est allé chercher 90 députés. C'est quand même chapeau, vraiment. Là. Parce que c'était pas évident qu'après 2 ans et demi, 3 ans de pandémie, dans le cycle politique, des fois, ça arrive. On nomme tout le temps Winston Churchill, là, le classique là, qui les a amenés à la victoire. Et finalement, après une grosse crise, les électeurs, ils ont envie de faire on passe. Merci beaucoup d'avoir été là, mais on passe à autre chose, alors que finalement, ça n'a pas du tout été ça. T'sais. Puis la CAQ, là, eux, tellement eu une bonne pré-campagne. C'est là-dessus qu'ils ont gagné. Les candidats. L'élection était faite avant. L'élection était faite. Les candidats, 2-3 candidats vedettes. Un discours à Drummondville au Congrès. On parle de la louisianisation. Fait on met la table sur le déclin du français, les chiffres de Statistique Canada qui arrivent en même temps. Fait qu'après campagne, après ça, M. Legault a commencé fin août. Ça ne tentait pas pantoute. Je n'étais pas là. Ça ne tentait pas. Il était pas bon en débat particulièrement. Il était pas bon en campagne. C'est pas un bon campaigner. Il n'a pas l'air à vouloir aimer faire campagne. Mais il faut dire que, oui, la CAQ a bien joué ses cartes avant la campagne électorale. Mais il faut dire qu'il y a l'inexistence des partis d'opposition, l'organisation des oppositions fait en sorte que c'est pas un boulevard, c'est une autoroute qui va vers le pouvoir. Là, Marc-André, est-ce que Dominique Anglade c'était perdu d'avance, puis elle a fait mieux en bout de ligne que il faut croire, à quoi on s'attendait? Mais il faut croire que même Mme Anglade, après la campagne, là, le 3 octobre au soir, elle croyait, elle aussi, perdre son rôle de chef de l'opposition. Là. Il y a tellement eu le psychodrame, là, c'est une course CAQ, QS, puis ça, c'est totalement faux. Tu veux faire ça à sa petite danse. Oui, mais la danse, mais tu sais, le soir, elle était contente sur scène, parce que je pense que même les libéraux pensaient. Mais il y a eu un soupir, dans cette salle-là, il y a tellement eu un soupir de soulagement le soir de l'élection. On est 21. On est 21, wow! On pensait être 15, puis on pensait que Gabriel Nadeau-Dubois allait nous battre, puis fait qu'ils ont cru ça. Puis ça, c'est un problème aussi, parce que QS puis la CAQ, ils jouaient ce spin-là sur aucun fondement. Il n'y a aucun sondage qui donnait ça. Quand on regardait région par région, comté par comté, mais là, les libéraux, ils ont rentré là-dedans, puis
Puis on était tellement juste contents d'exister encore. Fait que c'est pour ça que Mme Haddad, après ça, pensait pouvoir s'accrocher. Ça démontre aussi une faiblesse de l'organisation parce que normalement, tu es censé faire du pointage quand tu fais une élection. C'était le parti ou c'était elle ou c'était tout ça? Ben, je veux dire, le parti, c'est une chose, mais tu sais, moi, je prends pour acquis que dans une organisation, tu as toujours quelqu'un qui est à la tête. Là. Tu peux bien lancer le blâme sur tout le monde puis dire, j'étais mal entouré. Ouais, mais c'est toi qui prends la décision de t'entourer. Mon organisation fonctionne pas. Ben, c'est quand même toi qui as placé les gens qui sont dans cette organisation. Donc, tu sais, l'élection, c'est pas des élections. On a le luxe, en plus de ça, d'avoir des élections à date fixe maintenant. Tu sais, donc, c'est pas comme si on l'avait pas vu venir. C'est pas comme si elle l'avait pas vu venir. Donc, il y a eu des mauvais calls dans l'année précédente à l'élection. Le premier rôle d'un chef de parti, c'est s'assurer que son organisation est prête pour le rendez-vous électoral. Puis là-dessus, c'est un échec sur toute la ligne. Puis on peut pas dire que c'est une surprise parce que oubliez pas qu'il y a eu l'élection de Marie-Victorin qui, normalement, les feux auraient dû allumer au Parti libéral du Québec. Ils s'attendaient à finir 2e, peut-être 3e. Ils ont fini 4e, même après le Parti conservateur du Québec, parce qu'ils se sont rendus compte que le pointage et la sortie de vote n'ont pas été faits. Il n'y avait pas à Marie-Victorin. Puis là, plutôt de dire, OK, ça, c'était comme une pratique générale pour l'élection générale. Ils n'ont rien fait. Ils ont dit, tout va bien, Madame la Marquise, ça va bien aller. On a vu Dominique Anglade aller dans les derniers jours aux Îles-de-la-Madeleine puis à Ongava. Là, je veux dire, moi, je les avais pas vus, là, le pointage, mais tu sais, je veux dire, au feeling, j'y aurais dit, d'après moi, c'est pas là que tu dois aller. Là. Marie, les premiers jours, tu sais, elle allait dans les circonscriptions, pas de candidat. Elle est tout seul. Moi, tu sais, je veux dire, pour des gens qui ont fait un peu de politique, tu regardes ça, t'en organisé, c'est triste. Mais juste ça donne un mauvais message sur ton organisation. Moi, j'avais un pincement au cœur, tu sais, peu importe les allégeances, tu dis, my God, tu sais, tout seul, là, je dis, elle est comme un canard, là, elle est tout seul à pédaler, là. Gabriel Nadeau-Dubois. Bien fait. Eux, je pense que moi, mon feeling, c'est qu'ils s'en sont pas relevés encore. Là. Ils ont l'air d'être très, très ébranlés par le résultat électoral. Moi, je pense qu'il était parti. Lui aussi, peut-être son pointage, je sais pas trop s'il le sentait pas sur le terrain, mais j'ai l'impression qu'il pensait finir au lendemain de l'élection avec 20 députés. Puis, donc, parce qu'ils en ont perdu une. Ils en ont perdu une en Abitibi, Émilie Le Centerien, puis je pense que ça leur a fait collectivement mal aussi. C'était personnellement, exactement. Mais je pense qu'ils s'attendaient pas à ne pas faire de gain en termes de nombre, puis même en termes d'électorat. Ils ne bougent pas, en fait. C'est ça qu'on voit, le Québec solidaire. Oui, puis ça fait mal, parce que, tu sais, eux autres, là, puis je me rappelle, au début, en pré-campagne, là, quelques jours avant le déclenchement, avec Alain Laforêt, Gabriel Nadeau-Dubois, il fait une espèce là, de petit topo, puis là, je vais présenter mon équipe économique, puis là, c'est la meilleure équipe économique. Puis là, tu dis, OK, là, tu sais, ils veulent changer le narratif, puis tu sais, ils connaissent leurs faiblesses. Mais après ça, là, quand on a commencé à étudier leur plateforme, puis les taxes, puis M. Legault était capable de capsuler ça, les taxes oranges, ben là, tout le monde est rendu riche. Là, c'est l'agriculteur est rendu riche, l'agriculteur, ça va coûter plus. Mais ils se sont mal expliqués. Ça leur a fait très, très, très mal. Mais la différence dans cette campagne électorale, contrairement aux autres que Québec solidaire a vécu, c'est que cette fois-ci, on les jugeait également sur leur plateforme. Avant, on savait que leur plateforme ne tenait pas la route. C'était cool, c'était le fun, c'était le monde des licornes. On voulait avoir cette bonne conscience-là à l'Assemblée nationale, mais pas plus que ça. Là, maintenant, ils commençaient à prétendre au poste d'opposition officielle, de prendre du galant à l'Assemblée nationale. Puis là, le monde en dit, attends, qu'est-ce que tu as à proposer? Puis là, les taxes oranges, c'est là où la réalité a commencé. Même que la CAQ est allée faire des dépliants sur la fameuse taxe orange pour aller mettre ça dans les pare-brises de voitures. Ça fait longtemps, moi, j'avais pas vu de la publicité négative. La Toyota Camry, là, a été excellente, cette sortie-là. Ils n'ont pas réussi non plus à convaincre les plus jeunes. T'sais, on pouvait s'attendre à ce qu'ils sortent en plus grand nombre, puis on comptait là-dessus, dans les villes, puis les villes universitaires, puis il y avait la fonderie Horn. Mais là, il faut arrêter avec les jeunes, penser que les jeunes, c'est vendu Québec solidaire, puis que les jeunes, la seule chose qui les intéresse, c'est l'environnement. Oui, mais ils vont pas voter. Oui, mais il faut parler aux jeunes. Les jeunes, là, c'est pas juste un bloc qui veut juste l'environnement puis rien d'autre, là. Les jeunes, là, c'est ceux qui vont pas avoir accès à la propriété comme leurs parents ont eu. Ce sont ceux qui... les emplois changent. Il y a une instabilité dans le monde du travail qui existe. Il y a des nouvelles professions qui voient le jour continuellement. Il faut leur parler de leur avenir. Leur réalité aussi, l'éducation, tous des enjeux dont on n'a pas parlé pendant la campagne électorale. Et d'avoir un petit vent d'optimisme, parce que quand on parle aux jeunes, c'est juste que l'avenir est tellement gris puis pas le fun. Tu veux faire sortir les jeunes par leur d'optimisme. Même Québec solidaire s'en sont rendus compte. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait après l'élection? Leur première question au Salon Bleu, l'inflation. Tu sais, à un moment donné, pendant la campagne, là, OK, l'environnement, on va s'entendre, c'est important. Les défis qu'on a sur le changement climatique,
ils sont là. Mais à un moment donné, comme le monde aussi, là, à la maison, sont pas caves. Là. Comme, hey, là, c'est l'élection de la dernière chance. Là, que là, si QS n'est pas élu après ça en 2026, il n'y aura pas d'élection parce qu'il n'y aura plus de planète. Là. Bon, j'exagère un peu, on va pas... Mais tu sais, je suis pas surpris. Ceux qui connaissent, c'est correct. Regarde, on va prendre entre guillemets. Ouais, ben, mais juste pour atténuer l'expression. 4 km de guillemets. Mais, un moment donné, quand t'exagères tout le temps, là, comme je viens de faire, quand t'exagères tout le temps, ben là, c'est ça, les gens disent, OK, là, Gabriel, là, calme-toi les nerfs, là. Je veux dire, on a des défis environnementaux, mais on va prendre le temps de les régler, là. Mais je sais pas si c'est sur le... Si vous me permettez, moi, c'est quand même, il y a le mystère QS pour moi qui demeure, tu sais, parce que pendant tout le mandat, pendant 4 ans, ils ont entre l'élection de 2018 puis 2028, ils n'ont pas bougé du tout sur le baromètre. Tu sais. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un bon tribun. Il a été excellent à l'Assemblée nationale. Il fait des bons débats, il pose des bonnes questions et ça bouge pas du tout. Donc, est-ce mais il n'y a pas le véhicule, je pense. Il n'y a pas le bon véhicule. Est-ce que c'est le véhicule ou c'est la personne? Il y a des problèmes à l'interne à Québec solidaire. Il y a différentes factions, des factions beaucoup plus à gauche que d'autres qui veulent plus se rapprocher du pouvoir, être plus pragmatiques. Puis lui, il doit faire ces arbitrages-là de manière à proposer un discours qui se tienne. Mais ça reste qu'il n'arrive pas à convaincre la population. C'est comme si ça ne se rend pas. Donc, je ne sais pas si c'est... Pour ça, je dis, est-ce que c'est vraiment le programme? Oui et non. Je pense parce qu'à un moment donné, c'est très émotif voter. Là, les gens, ils ne regardent pas un programme en se disant, tu sais, je vais voter pour le meilleur programme. C'est émotionnel son vote. Donc, est-ce qu'ils ne passent pas comme les chefs de parti là, sont trop ancrés dans la base. Il faut faire plaisir à la base parce qu'il ne faut pas perdre la base. Ouais, mais des fois, là, ta base, tu peux en perdre 1% puis aller chercher 5% ailleurs. Puis là, lui, là, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est ça. À chaque fois que Québec solidaire essaie de faire un petit virage, mettons, plus vers le centre, ben là, il y a sa base qui sont pas contents. Les politbureaux qui pognent en feu. Les pognent en feu. Là. Ça appelle, hey, Gabriel, t'as dit ça, là, on capote. Là. Fait que là, la base, il faut protéger la base. Ouais, mais je veux dire, tu peux perdre... En même temps, c'est un parti de militants. Fait que il y a une organisation différente. Mais Mané, là, tu veux quoi? Tu veux toujours avoir raison ou tu veux gouverner? Eux autres veulent les deux. Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Ben. Ah non, faut que tu choisisses. Bon, un petit mot sur Paul Saint-Pierre Plamondon. On a donné tantôt une étoile, Marie. Quelque chose d'autre, il y a une bonne campagne gentille. Je lui souhaite bonne chance pour le reste du mandat, parce que là, mais attends, c'est ça. On a parlé que d'eux depuis l'élection, donc ça, c'est bravo, chapeau. Il a été très authentique, il a été très intègre dans sa démarche. Il va faire ce que plein d'élus avant lui n'auront pas fait, rendre facultatif le fameux serment à la reine au roi, maintenant. Ouais. Donc moi, je lui lève mon chapeau pour ça, mais là, une fois je pense qu'il va falloir qu'on parle d'autre chose que de ça. Il a quand même passé du gars qui a pris une gifle de Lucien Bouchard au gars qui a sauvé le PQ. Là. En une année, c'est quand même un assez grand accomplissement pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Il n'a pas commencé la campagne électorale avec les mêmes coups des franches avec lesquels il a terminé la campagne. C'est tout à son honneur. Et aujourd'hui, il y a plus de personnes qui savent qui est Paul Saint-Pierre Plamondon qui ne le faisaient il y a 6 mois. Absolument, très prometteur. On se trompe plus. Non, c'est exactement. Mais je pense c'est ça. Je pense que le défi, c'est exister. Là. Une fois que le serment s'est réglé, une fois que tu es au Salon Bleu, 2023, là, comment tu fais pour te démarquer là-dedans? Quand François Legault, il est sa protection de la langue française, laïcité... En même temps, tu peux toujours être plus nationaliste que la CAQ. Ouais, mais c'est ça. Mais jusqu'à quel point le nationalisme de la CAQ semble satisfaire l'électorat. Fait que ça va être difficile, 2023. Là. Le 2022, fin 2022, je pense que c'est le bout facile. 2023, pour M. Saint-Pierre-Plamondon, c'est le bout difficile parce qu'il faut comment tu te démarques là-dedans. Bon. Ça va être pas facile. Éric Duhem, Yasmine. Éric Duhem, ça, c'est une nouvelle carte qu'on n'avait pas l'année passée. Il a fait un très bon score honorable, 13% aux dernières élections. Et aujourd'hui, il est comme s'il n'existait pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de bureau, évidemment. Il n'a pas fait élire de députés. Et on parle peu de lui. Or, il a des arguments à faire valoir parce que quand il dit qu'il veut que lui, il ramasse toutes ces personnes qui sont fâchées, qui veulent que ça change, puis qu'ils portent leur voix de manière démocratique, je pense qu'il doit avoir un forum qui doit être déterminé pour pouvoir s'exprimer et porter la voix du monde qui l'appuie. Marc-André? Ça va être un gros défi pour lui 2023. Tu sais, t'es après l'élection, là, c'est le fun, t'es encore un peu sur le buzz, puis là, t'as fait de la campagne, puis là, t'avais une vraie campagne. Puis tu sais, il a amené ce parti-là de 1% à 13%, ce que M. Duhem a fait. C'est très bon, là. Je veux dire, il partait très... Mais sauf que là-dedans, c'est plate, hein. Je veux dire, peu importe le pourcentage, là,
c'est de gagner des sièges. Ouais. Puis il n'a pas gagné. Non. Puis je pense qu'il a fait une grosse... Comme au hockey, là, tu peux donner la partie, mais... C'est ça. Mais il a fait une erreur super, je pense, là, très, très gros. Avant la campagne, c'est de choisir Chauveau. Je pense qu'il aurait été mieux d'aller du côté de la Beauce. Ça aurait été plus facile. Il aurait probablement été élu. Fait que là, il peut bien... Je suis d'accord qu'il faut donner une tribune, mais là, il n'a pas de député. Moi, je vois pas Éric Duhem faire 4 ans dans ce contexte. Il dit qu'il va rester, mais on dirait que moi, j'ai de la misère à le voir, 4 ans. Ben, quand t'as 4 millions de dollars dans tes comptes, tu peux faire une pas pire job. Ouais, sauf que même le tour du Québec puis le tour... moi, je m'attacherais pas non plus. Je mettrais pas de l'argent sur la dame qui va être là dans 4 ans non plus. Puis je pleurerais pas là-dessus. Je vais être bien honnête avec vous. Là. Je trouve ça très louable, le fait qu'il ait réussi à faire aussi bien. C'est pas rien, là, il a fait aussi bien en termes de pourcentage de vote que que le Parti libéral, que le PQ, que QS. Là, c'est vraiment impressionnant. Une fois qu'on a dit ça, c'est un agitateur. Je trouve ça tellement petit ce qu'il a fait pendant la pandémie. Puis, tu sais, toujours flirter sur la ligne avec les anti-vax alors qu'on était dans une situation sociétale hyper difficile. En même temps, il parlait à des gens. Non, il parlait à des gens. Mais ce que je veux dire, c'est tu peux-tu pas mettre de l'huile sur le feu? Je veux dire, est-ce que tu as une responsabilité quand tu es une personnalité publique, qui plus est, je veux dire, quand tu es en politique, dans le discours que tu tiens? Moi, j'ai pas beaucoup de respect pour ça dans le contexte. Je veux dire, il y avait des gens qui mouraient tous les jours. Mais moi, je préfère l'avoir son visage sur un poteau qu'être à Ottawa en train de manifester avec les camionneurs. Ouais. Que dans un spa. Ouais. Ou dans un spa sur Wellington. Ou chez eux, là. Bon. C'est la revue politique Cube Radio avec Yasmine Marie et Marc-André. La revue de l'année politique avec Philippe-Vincent Foisy. L'événement qui a marqué l'année politique 2022, c'est la campagne électorale provinciale. On va continuer d'en parler avec Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc et Marie Montpetit. Parlons un peu d'enjeux. Parce que c'est une des reproches qui a été faite aux politiciens. On n'a presque pas parlé d'enjeux. On sortait de la pandémie, on n'a presque pas parlé de santé. Le réseau de la santé est en crise. On n'a pas parlé d'éducation. L'éducation est en crise, comme on disait, les transports, il y a le palais de justice, l'environnement. je peux faire la liste, la sécurité publique. Comment ça se fait, Yasmine, qu'on n'a pas parlé d'enjeux? Je sais pas comment les partis politiques ont imaginé la campagne électorale, mais c'est quand même un exploit de faire une campagne au sortir d'une pandémie, dans l'état actuel des choses, sans parler de ces enjeux-là. Peut-être que ils voulaient surprendre la population qui s'attend à ce qu'on leur parle de santé et d'éducation. Ils ont dit, on va y aller avec le champ gauche, puis ça aller sur le champ gauche. Puis la vérité, c'est que la population n'a pas puni les politiciens de ne pas avoir abordé les vrais enjeux, entre guillemets, ceux de la santé et de l'éducation. On n'y croit plus, les engagements, les promesses des politiciens en matière de santé et d'éducation. On est rendu qu'on n'y croit plus, on est tanné de se faire promettre des affaires qu'on sait qu'on va pas voir. Donc, ils nous parlent d'autres choses. Puis, visiblement, ça fonctionne comme stratégie. Il y a eu l'inflation, quand même, Marie, qui a été peut-être le sujet le plus abordé par la CAQ, mais sinon... ça a été très faible en termes d'engagement puis de sujet. Puis, tu sais, je dirais même que c'est comme s'il n'y avait pas de travail en amont qui a été fait. Parce que je me rappelle, mettons, sur la santé. Ce qui a été annoncé, puis je pense que c'est la CAQ et le Parti libéral, c'est on s'engage, puis c'est assez facile comme engagement, c'est de dire on s'engage à ce qu'il y ait 5 000 médecins 5 000 médecins de plus d'ici 4 ans. Je veux bien, mais c'est parce que ça prend comme entre 7 et 10 ans de former un médecin, tu sais. Donc, en plus de ça, c'était zéro réaliste, la même affaire pour les infirmières. Puis je me disais, non seulement vous n'avez pas beaucoup d'engagement, mais les engagements que vous lancez sont absolument pas sérieux, c'est vraiment pas compliqué là d'aller étayer ça. Climat absent, éducation absent, santé, je veux dire, c'est pas comme si en plus pendant la campagne électorale, ça pétait de partout, ça débordait de partout. C'est incompréhensible. Mais il y a eu beaucoup de sideshows aussi, énormément là. Puis ça a été une campagne sur des déclarations malheureuses qu'il a, sur l'immigration, M. Legault, Jean Boulet, qui finalement, ça prenait 4 jours à gérer cette déclaration-là. Donc, je pense qu'il n'y avait plus d'oxygène non plus pour des engagements réels. Parce qu'il y en a eu trop de ce qu'on appelle les sideshows. C'est tout à ça. Mais c'est tout. Je veux dire, on est pogné là-dedans. Là. Je veux dire, au Québec, au Canada, c'est toujours 2018.
Philippe Couillard, c'est quoi campagne? Est-ce qu'on est capable de faire une épicerie à 4 à 75 $? C'est à la fin. C'est à la fin, mais c'est ça que ces gens se rappellent. Mais là, c'est la voleuse de dépliants. Là, c'est la voleuse de dépliants. Jean Boulet. C'est la vidéo TikTok, Oui, la vidéo, ça, c'était quoi? C'était Manon Massé. C'est Gabrielle Nadeau-Dubois qui danse une chanson avec vulgaire. Qui ne respecte pas les femmes. Qui ne respecte pas les femmes. Après ça, la voleuse de dépliants qui a permis à PSPP de remporter Camille Lorrain. La danse de Dominique Anglade. Au début de la campagne, là, Madame, tu sais, quand François Legault voulait pas... La Madame. Il voulait pas nommer... Il avait décidé que lui, il nommait pas Dominique Anglade, la Madame. On aurait dû le savoir à ce moment-là. Que c'était sa campagne. C'est ça. Les taxes municipales pas payées d'Éric Duhem. Tu sais, il y a des sujets là, dont on a parlé. On a passé des jours à parler de certains trucs. C'était 4-5 jours facile. Puis là, c'est mon locataire, finalement, qui n'a pas payé. C'est son ami qui est dans deux logements, mais un locataire dans un logement. Le ministre a pris 5 jours avant qu'on ait un texte d'Antoine Robitaille qui nous dit la vraie histoire du locataire, justement. On a passé 5 jours, 6 jours là-dessus. Est-ce que c'est... Sur 30 jours de campagne, ça commence à... Ça va vite. Est-ce que c'est de notre faute comme médias ou c'est les politiciens qui... Ben, moi, je pense qu'il devrait y avoir une semaine. Là, disons la première semaine de campagne électorale, là, ça, c'est le champ libre. Là. Allez-y, sortez toutes. Ouais. Mais au bout de la 7e journée, on arrête les sideshows puis on se concentre sur les sujets les plus importants pour les 4 prochaines années parce que je comprends que c'est le fun de savoir qu'Éric Duhem n'a pas payé ses taxes municipales, mais ça me donne pas une idée de ce qu'il pense de l'éducation et de la santé pour les 4 prochaines années s'il est porté au pouvoir. En même temps, ça te permet de comprendre c'est qui le personnage. Oui, après une journée, comme information globale, c'est correct. Pas plus que ça, tu sais, honnêtement. Mais c'est de sa faute, ça dure aussi longtemps. Oui. Il n'a pas géré la crise comme il faut. Non, il y a zéro. Non seulement il l'a pas géré, je pense qu'il l'a empiré avec des déclarations. C'était tellement confus ce qu'il racontait. C'est comme, ben là, si tu sors, il faut que tu aies un plan, mon homme, tu sais. Faut que tu arrives avec de l'information qui va permettre de mettre le couvercle sur la marmite, pas l'inverse, tu sais. Moi, une déclaration que j'ai adorée, c'est Bernard Drinville, là, sur le 3e lien. Non, chez moi, avec les GS, là. Mais c'est aussi, on a comme, tu sais, c'était une déclaration qu'on a parlé pendant. Mais est-ce que ça incarne la vision un peu du public? Dès qu'on parle, tu disais tantôt, on parlait de changement climatique. On parle de changement climatique. Il y a bien du monde, lâchez-moi avec ça. L'éducation, je sais que ça va mal, mais j'ai pas d'enfants à l'école. Fait qu'arrêtez de m'en parler. Est-ce qu'on est comme un petit peu nombriliste des fois dans ces campagnes-là, puis ultimement, puis c'était ce qu'on se disait au fédéral, on veut des choses qui nous touchent moins, puis moi, si ça me touche pas moi, ça me dérange pas. Mais clairement, la déclaration de Bernard Drinville, ça y a pas nuit, là, tu sais, je veux dire, il a dit ça, puis à Lévis, c'était parfait, là. Même Jean Boulet, sa déclaration, elle a aucun sens. Sur les 80% elle a aucun sens, des parce que tu sais, à un moment migrants, donné, tu dis la phrase, qu'est-ce que tu voulais dire, là? T'sais, ça peut pas que sur une phrase de 15 mots, tes 15 mots sont juste 15 mots que tu voulais pas dire. Mais tu peux pas, ça peut pas dépasser ta pensée. Non, c'est ça, exact. Fais-moi pas croire, parce que si ça a dépassé ta pensée, pendant une semaine, il en a pas parlé, puis il a pas émis de rectificatif jusqu'à ce qu'on tombe sur ce vidéo-là. Là, il a pas jamais jugé utile que ça a dépassé sa pensée. Comment, quand t'es ministre de l'Immigration et du travail, tu dis des faussetés, des chiffres faux, est-ce qu'il pensait qu'il y avait un parterre à qui ça allait plaire, ces discussions-là? Il était dans quel état d'esprit quand il a dit cette phrase-là? Moi, je trouve que ce moment-là, cette déclaration-là, ça a blessé beaucoup de monde. Beaucoup de monde se sont sentis heurtés par la déclaration venant de la bouche du ministre de l'Immigration et du Travail et de l'Emploi. Ça s'est ajouté à celle que François Legault avait dit la semaine d'avant. Sur la violence. Des amalgames entre l'extrémisme, la paix sociale, cohésion sociale, l'immigration. Mais tu sais, c'est malheureux que pendant 30 jours de campagne, justement, c'est pas les problèmes qui manquent au Québec, là, au niveau des services publics. Là, je veux dire, on est en pénurie de main-d'œuvre partout. On le constate tous les jours quand tu vas chercher ton café, quand tu vas, tu vas chez le médecin, quand tu vas à l'hôpital. Il manque des profs dans les écoles. C'est pas les problèmes qui manquent. Puis on s'est retrouvé quand même avec 5 partis principaux qui ont fait aucune proposition, là. Ni en santé, ni en éducation, ni en climat. Ben, pas, comme je te dis, quand tu lances des affaires de je vais vous former 5000 médecins d'ici 4 ans. Il y avait des plans climat solides quand même à Québec solidaire, oui, ça, on l'a eu au début de la campagne. Tu as raison là-dessus. Mais même François Legault, parce qu'en milieu de campagne, là, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais il nous dit, là, ce matin, là, je vais faire une grosse annonce économique. Là. OK, on a du contenu. Là. Mais là, il parle des barrages. C'est un gros dossier, là. Puis il lance ça de même. Pif, paf, pouf. Le lendemain, on n'en parle plus, on n'a pas reparlé de la campagne. Il nous a appris qu'il allait parler à Sophie Brochu. Ouais, c'est ça. Ils vont se faire un comité. Mais c'est quand même une grosse idée, là. Tu sais, que marquer le Québec, il faut faire 1,5, là, Hydro-Québec, là.
Ça a duré 5 minutes. Fait que même eux, là, leur grosse idée économique sur quelque chose de visionnaire, ils n'ont pas fait une semaine là-dessus. Mais t'as raison que les quelques propositions qui ont été faites sont tombées à plat. Mais même les partis n'ont pas voulu en parler. C'est les partis, c'est ça. Les partis n'ont pas voulu en parler. Exactement. C'est lancé dans les airs, puis pouf, ça retombait. Puis là, on passait à un autre appel. OK. Ouais. La distorsion électorale est assez forte, là. On l'a dit, le PQ a plus de votes que les libéraux qui ont plus de sièges. Éric Duhem qui n'est pas là. Est-ce que une réforme électorale aiderait peut-être ou forcerait les partis à amener plus d'enjeux, à parler de ces enjeux-là, intéresserait les plus jeunes, intéresserait les gens un petit peu plus? Marie, est-ce que ça fait partie de la solution aussi pour le taux de participation, pour intéresser, pour rendre les campagnes peut-être plus enjeux? Je sais pas. Non? Non, ben moi, je pense que ça fait partie du débat. Tu sais, quand on dit justement, je suis un peu à côté de ta question, là. C'est correct. Mais quand T'es une politicienne. Maintenant, elle va se coter, maintenant, elle va apprendre. C'est ça. J'ai besoin d'une petite période de transition. Elle en profite. Non, mais tu sais, quand on dit justement des débats, là, je vais peut-être sonner comme François Legault qui dit ça intéresse juste les intellectuels, la question de la réforme du scrutin. Mais je me demande si tous ces débats-là, justement, qui prennent beaucoup de place, intéressent tant que ça les jeunes, tu sais. Est-ce que tu sais, on dit comment aller les chercher pour les amener à voter, pour s'impliquer en politique? Est-ce qu'une discussion sur la réforme électorale de façon générale, c'est quelque chose que tu te lèves le matin puis... Je suis pas sûre que ça va aider à rendre la vie politique plus attrayante, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. Chose certaine, c'est que ça va permettre une juste représentation du vote. Puis ça, c'est important pour tout le monde là, de savoir qu'il n'y a pas des distorsions aussi grandes que celles que l'on a vues le 3 octobre dernier. Est-ce que ça va aider le taux de votation? Je suis pas sûre, mais de savoir que il y aura pas cette disparité-là entre les francophones, les anglophones, les régions, Montréal, qu'il y a un gouvernement extrêmement majoritaire à 90 sièges qui compte 2 sièges à Montréal, alors la métropole qui est complètement, elle aussi, délaissée. Il y a plein de ces questions-là auxquelles on va pouvoir répondre une fois pour toutes, parce que sinon, on va en parler à chaque 4 ans, là, puis ça va plus finir, cette histoire-là. Oui, puis je pense qu'il faut arrêter aussi de se dire, cet enjeu-là, le monde ne se sont pas brossés les dents ce matin en parlant. Là. Mais ça, il y a 150 000 enjeux que ce matin, là, en me brossant les dents, j'ai pas pensé, mais qui sont importants. Je pense, moi, je vais faire un coming out, là. Il y a quelques années, là, j'étais contre une réforme du mode de scrutin. Là. Moi, j'ai fait le débat à Ottawa, puis Justin Trudeau avait mené ça, puis les commissions, puis j'avais aidé les députés, puis j'étais contre ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai changé d'idée. À cause des résultats de la dernière élection? Oui, à cause du climat, je me dis, non, il faut se pencher là-dessus, là, sérieusement, parce que je pense qu'on a un problème. Là. C'est courageux, Marc-André. Courageux. C'est courageux, hein? C'est la revue politique Cube Radio. La revue de l'année politique avec Philippe-Vincent Foisy. C'est passé pas mal de choses dans l'année politique à Ottawa. Un nouveau chef au Parti conservateur, un binombre au Parti vert avec le retour d'Élisabeth May, toujours en gouvernement minoritaire. On parle de ça avec Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc et Marie Montpetit. Marc-André, ton événement marquant à Ottawa, c'est l'arrivée de Pierre Poilievre, le Messie conservateur, le Trumpiste conservateur. Les sauveurs en politique, il faut s'entendre. Mais il faut quand même ramener ça. Il y a quand même... Tu sais, quand tu regardes le nombre de membres, la course, le pourcentage, près du 2/3 des votes, contre Jean Charest, un politicien établi. On avait oublié Jean Charest. On a oublié Jean Charest déjà. Mais je veux dire, ce que Pierre Poilievre a réussi à faire, c'est immense, là. Tu sais, c'est 3 fois plus que la dernière course, là, des conservateurs qui était déjà le record, là. 600 000 personnes qui prennent une carte de membre. Puis il y a des jeunes. Des gros rassemblements, des jeunes. Au-delà qu'on aime le personnage, est-ce que M. Poilievre est abrasif? Oui, probablement. C'était pas une question. C'est pas une question. C'est rhétorique, je pense. C'est plus un point d'exclamation. OK, excuse. Pour suivre la discussion, là. C'est toi qui anime, là, mais juste... vas-y. Donne pas de conseils. Mais il a quand même réussi quelque chose immense. Est-ce que ça va amener par la suite, est-ce que peut fédérer, remporter contre Justin Trudeau ou peu importe qui va être là? Ça, c'est une autre question, mais il faut quand même reconnaître ce qu'il a réussi à accomplir en 2022. Yasmine? La campagne conservatrice, déjà, il y a un événement majeur que je tiens à souligner. La soirée s'est terminée relativement tôt, contrairement à la précédente, où ils ont pu compter leur vote et avoir un chiffre à nous présenter. Toute une victoire pour Pierre Poilievre, une victoire éclatante. Beaucoup
se demander quel va être l'avenir du Parti conservateur maintenant qu'on a un personnage comme Pierre Poilievre qui flirte avec les théories du complot. Les théories du complot, prophète de la crypto-monnaie, très particulier sur la question de les institutions, le respect des institutions, notamment la Banque du Canada. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va plaire au-delà de la base qu'il a réussi à aller attirer? C'est maintenant ça le défi. Est-ce qu'il va être capable de lutter contre lui-même? Parce que ce n'est pas une nature que d'être dans la nuance pour Pierre Poilievre. Va-t-il être capable de se gérer lui-même pour assouplir et rendre son discours plus digeste pour le moyen des Canadiens qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le discours qu'il a porté pendant la campagne conservatrice? Marie, est-ce qu'au Québec, un gars comme ça a des chances, puisque les conservateurs nous répètent, et Marc-André en a fait partie, et le Québec est plus conservateur qu'on le pense. La fameuse phrase. La fameuse phrase. Mais est-ce qu'il y a des chances au Québec, Pierre Poilievre? Certainement. Moi, je pense que justement, c'est dans ses discours, il se rapproche beaucoup de ce qu'Éric Duhem a fait dans la dernière campagne électorale. Là. Donc, puis je sais pas, moi, si on veut tant que ça qu'il change ses couleurs pour élargir. Moi, je préfère connaître la couleur de la bête, qui ne me plaît pas. Mais ça peut être un rose fluo, mais au moins c'est fluo. Mais au moins, dans le cas de M. Poilievre, on sait à quoi s'en tenir. Puis c'est vraiment quelque chose, justement, qui me plaît pas, toute cette question-là de flirter avec le complotisme et compagnie. Mais au moins, je sais qui il est. Puis pour revenir à... Donc oui, je pense qu'il y a toujours un terreau fertile. Il faudra voir comment il l'ajuste, post-pandémique encore là. Mais c'est préoccupant. Ça aussi, je trouve que c'est pas une très, très bonne nouvelle pour le Canada. Ce qui a été très surprenant dans cette campagne-là, c'est qu'on nous a dit jusqu'à la toute fin, ça va être chaud, ça va être serré entre M. Charest, M. Poilievre. Mais pas du tout. Ça aussi, je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui ont comme tellement mal évalué leur pointage. C'est hermétique, C'est hermétique, les partis. C'est difficile d'avoir une... Ouais, c'est difficile. Ce que je pense, c'est ça. Il y a des gens qui voulaient garder ça aussi. Là, parce que oui, c'est vrai que, tu sais, Erin O'Toole, ça avait été serré, Andrew Scheer, ça avait extrêmement serré. Fait que là, tu essaies de garder ça. Puis à un moment donné, tu te convaincs un peu. Là, faut dire qu'il n'y a jamais eu autant de cartes de membres vendues dans un parti. Là. C'est très difficile sauf de qu'à un dire... moment donné, tu regardes juste la grosseur des rassemblements, là, l'un versus l'autre, puis tu dis, OK, qui a vendu des cartes? Ben oui, c'est sûr. On l'a su, là. C'est une mauvaise nouvelle pour Maxime Bernier qui a perdu beaucoup d'appui depuis son arrivée. Clairement. Pour qui c'est la pire nouvelle? Pour Jock Meeting ou pour Justin Trudeau? Je pense que pour M. Trudeau, peut-être ça va le forcer à faire une autre élection. Parce que je pense qu'il était sur la voie d'évitement puis d'être meilleur. Parce que les 2 dernières campagnes, il n'a pas été extraordinaire. Mais tu sais, Pierre Poilievre, là, c'est un battant. Là. Que t'aimes ou que t'aimes pas, je suis d'accord avec Marie, je veux dire, c'est noir ou c'est blanc avec lui. C'est pour ça que les membres l'ont élu. C'est pour ça qu'une grande portion des gens dans son caucus l'aiment, parce que c'est clair. Il se lève le matin, sa position, tu la connais. Tu l'aimes, changera pas 12 fois. Il changera pas 12 fois. Il fera jamais comme Erin O'Toole puis changer sa plateforme en pleine campagne. Il a quand même changé sa position sur la loi 21, là, en pleine campagne au leadership, là, où il disait qu'il n'allait pas participer à la contestation de la loi 21 en Cour suprême s'il était premier ministre du Canada, pour dire que finalement, il laisserait faire la contestation qui est déjà appuyée par Justin Trudeau. Il a quand même déjà commencé à se mettre dans le moule. Il a peut-être mal compris la question. C'est ça. Elle était claire. Il était mal cité. Mais de toute façon, à partir du moment où la majorité des députés québécois avaient appuyé Jean Charest, qui était lui aussi contre 21. Il n'y avait aucun intérêt à jouer là-dedans. Là, mais ce qui est particulier qui a noté là-dessus, c'est que François Legault avait appuyé Erin O'Toole puis le Parti conservateur aux dernières élections fédérales. Alors qu'aujourd'hui, et ça n'a rien changé. Ça, il l'a bien compris, Pierre Poilievre, parce qu'il ne s'est pas collé à François Legault et il n'a pas cherché à plaire à François Legault, notamment avec GNL Québec puis l'appui pour GNL Québec. Et aujourd'hui, on voit qu'il s'est plus proche d'un courant à la Éric Duhem qu'à la François Legault. Ça risque d'être intéressant. Mais ce que M. Poilievre nous montre déjà, dans sa façon là, de se vendre aux Québécois, il y a vraiment un contraste par rapport à ses prédécesseurs. Il n'y aura pas la carte nationaliste, la reconnaissance de la nation québécoise ou peu importe. Là, il est vraiment pas là-dedans. Parce que tu peux pas être au fédéral plus nationaliste que le Bloc québécois. Fait qu'il va jouer sur autre chose. Ça va lui permettre d'avoir un discours plus uniforme d'est en ouest. Et là, ça va être une nouvelle approche pour les conservateurs. On va voir si ça va réussir. Je pense que ça peut servir à Justin Trudeau justement parce qu'ils sont tellement à des antipodes au niveau de leur positionnement, au niveau de leurs valeurs, même, je dirais. Donc, ça va... Moi aussi, j'ai l'impression que ça va peut-être faire sortir Justin Trudeau de la voie d'accotement. Puis on l'a senti très interpellé par les discours de M. Poilievre, justement, sur lesquels il est contre, viscéralement. Puis je veux dire, c'est vraiment une question de valeur.
là, on est au-delà de la politique. Une fois qu'on a dit ça, oui, les Québécois pourraient être tentés par les sirènes du Parti conservateur parce qu'il y a aussi une lassitude qui date là, par rapport au gouvernement de Justin Trudeau par le Parti libéral du Canada. Là. En même temps, rien de mieux que la peur pour mobiliser des troupes. Puis Pierre Poilievre fait plus peur un peu que les autres. Il rapproche à Trump. Justin Trudeau, là, je veux dire, si tu regardes la campagne de 2019-2021, il est un champion pour faire peur aux Canadiens. Oui. Le début de campagne, tout croche, ça va mal. Puis à la fin à la fin de la campagne, il reste 2 semaines, il se trouve un enjeu. Puis armes à feu, avortement, peu importe. Il se trouve un enjeu, puis il fait peur au monde. Puis les gens, au lieu de voter pour Jackmeet Singh, ils votent pour lui. Bon, c'est ça. Jackmeet Singh, moi, j'ai mis celui qui a peut-être le plus de misère avec ça parce qu'il va être très écarté. Oui, absolument. Un mot sur le Parti vert, Elisabeth May qui revient de son parti. Un mot. OK. Moi aussi, ça. Non, mais il y a un mot. C'est pas mal ça que ça m'inspire aussi. On avait-tu besoin du retour d'Elisabeth May? C'est ça. Pourquoi? Ouais. Qui s'ennuyait? Qui? Elle? On a fait le tour. Non, mais c'est la seule. Là, je veux dire, c'est les 38 millions de Canadiens. Là, je veux dire, Elisabeth May. OK. Non. On n'est pas la casse là-dessus. Hein? Oui. Ça nous inspire peu. C'est la revue politique de l'année Cube Radio. La revue de l'année politique avec Philippe-Vincent Foisy. L'année politique à Ottawa a été marquée par les camionneurs qui ont occupé le centre-ville, mais aussi par des nouvelles internationales importantes. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la relation avec la Chine. On en parle avec Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc et Marie Montpetit. Marc-André, Ottawa, le vécu. Commençons avec les camionneurs un peu là-dedans. Ouais. Après ça, il y a eu la commission d'enquête publique là-dessus. Avec le recul qu'on a sur 2022, Justin Trudeau s'en est bien sorti? Il s'en est bien sorti parce que quand il a témoigné devant la commission, son histoire, elle se tenait. Parce que c'est son histoire à lui. Là, ce qu'on va voir en 2023, c'est est-ce que son histoire réellement tient la route avec le commissaire, là? Parce qu'il y a 2-3 affaires qui marchent pas, là. Des zones grises, là. Mais politiquement, les sondages montraient qu'il était d'accord. Le monde, là, il était tanné. Puis là, on voit les sondages. 2 tiers des Canadiens disent « il a bien fait de prendre les mesures d'urgence. » Personnellement, je pense pas, mais les gens disent « OK, c'est parfait, il fallait que ça finisse. » Même si les mesures d'urgence, on les a pas vraiment appliquées, ça n'a rien changé dans le travail des policiers, les gens pensent que grâce à ça, on a réglé la situation, puis le monde est tanné de voir le spa, puis devant le Parlement. Oui, il y a aussi les frontières qui étaient bloquées, là, puis il amenait des enjeux économiques avec les États-Unis. Oui, mais justement, une fois qu'on a réglé Windsor, tout le monde, la police, tout le monde est venu à Ottawa, puis là, tout d'un coup, on l'a réglé. Mais Yasmine, moi, dans la commission d'enquête publique, ce qui m'a marqué, c'est à quel point on était traumatisés avec la relation américaine. Comme quoi, dès que les Américains commençaient à dire qu'ils étaient plus contents de ce qui se passait aux États-Unis, là, c'était le branle-bas de combat, c'était la République de bananes, puis la sécurité nationale, en bout de ligne, dépendait de ce que les États-Unis disaient de nous. Là. En fait, le fait que les résidents des alentours du siège à Ottawa aient été traumatisés, le fait que des Canadiens qui n'étaient pas nécessairement à Ottawa aient été scandalisés qu'on pouvait prendre la capitale du pays d'assaut, n'a pas eu d'effet sur les politiciens à Ottawa. Il a fallu que ce soit les Américains qui disent « Qu'est-ce qui se passe chez cette gang de Pee-Wee-là? » Pour qu'ils disent « Il faudrait qu'on arrête d'avoir l'air d'être des Pee-Wee. » J'ai l'impression que c'est les Américains qui ont allumé une volonté d'agir au gouvernement fédéral. Le problème, c'est que c'était beaucoup trop tard pour y aller en gradation des actions. Puis là, il fallait que ça termine parce que ça commençait à tourner au ridicule. Mais ça démontre toute la dépendance de notre économie et de notre stratégie de relations internationales sur les voisins américains. Puis Marie, il faut quand même rappeler que c'était à cause de la COVID, puis des mesures sur la COVID, puis là, c'était les passeports vaccinaux obligatoires pour les camionneurs. Là, on arrive à la fin de 2022, début 2023, la COVID, on n'en parle plus, on fait comme si de rien n'était, puis les camionneurs pourraient revenir en 2023 quand même. C'est que dans le fond, il y a comme... En tout cas, puis peut-être, j'étais pas d'accord, mais il y a une frange de la population qui est fortement en colère contre Justin Trudeau. Ça a arrêté la COVID, ça a arrêté d'autres choses. Ils sont en colère, là. Ils sont en colère, mais c'est drôle, on parle de ça, puis j'ai l'impression que ça s'est passé il y a 3 ans. Je sais pas si... Puis, tu sais, plus globalement, je sais pas si c'est l'espèce de fatigue pandémique qu'on a tout le monde, ou tous les enjeux qu'on a eu à savoir est-ce que le virus revient ou pas, est-ce que ça va refermer ou pas. On a, tu sais, je disais, ça fait pas longtemps qu'on est sorti des fameux couvre-feux aussi. Donc, on dirait que on a eu 5 mois de couvre-feu, je vous rappelle ça, là. Puis mais
Noël l'année passée. Oui, c'est capoté, tu sais. Puis on est encore un peu là-dedans avec les urgences qui débordent, mais j'ai l'impression que toutes ces nouvelles-là, c'est comme si ça tombe, puis c'est ça, une lassitude, là. Je sais pas si c'est un mécanisme de défense naturel, je pense, et sain, je vais le dire comme ça. Là. Je pense qu'on tourne la page rapidement pour regarder en avant, pour regarder sur du positif. Donc, on dirait que ça marque pas tant que ça. Marc-André, avais-tu quelque chose d'autre à Non, je suis d'accord avec Marie, dans le sens où on veut tourner la page rapidement là-dessus. Bon, on va voir s'ils vont revenir, les camionneurs, en 2023. Puis surtout, si les gens, les policiers, ils ont appris quelque chose. Là. Parce qu'au-delà là, des raisons qui étaient là, on a quand même, au départ, le vendredi après-midi, on laisse les camions à 3 heures se stationner devant le Parlement. Il y avait quelque chose là-dedans d'un peu irréel. Là. Parce qu'on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Là, j'espère que les gens ont appris qu'à un moment donné, je veux dire, devant le Parlement, tu ne laisses pas personne se stationner, peu importe la raison. J'espère, mettons. Mais ça a soulevé beaucoup de questions sur la sécurité des élus aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, mais à Ottawa, il n'y a pas de sécurité des élus. À Ottawa, on attend le pire. Je veux dire, à Québec, là, parce qu'on a vécu l'histoire québécoise, il y a quand même une protection au niveau des ministres, du premier ministre. Mais à Ottawa, tu as le premier ministre, le reste, là, c'est zéro puis une barre. On a vu Chrystia Freeland on attend un drame. Ça, on attend un drame. Bon, j'essaie de regarder un peu ce qui est intéressant à Ottawa cette année. Il n'y a pas eu grand dossier autre que les enjeux internationaux. On a eu l'Ukraine, par exemple. La guerre en Ukraine. On a comme vu Justin Trudeau essayer de se repositionner, de prendre la balle au bon, nouvelle ministre des Affaires étrangères dans tout ça, Mélanie Joly, qui essayait de trouver la bonne corde à jouer, mais c'est Chrystia Freeland. Qui essaie de faire sa job à côté de Chrystia Freeland qui y vole à chaque moment. C'est pas facile pour Mélanie Joly de se distinguer comme ministre des Affaires étrangères et d'avoir la crédibilité nécessaire quand elle parle à ses homologues, que ce soit en Ukraine, que ce soit en France, que ce soit dans les pays du G7, quand il y a toujours une Chrystia Freeland qui est en train de lui souffler de l'air dans son épaule. Moi, je trouve ça un petit peu malaisant des fois. Je comprends pas pourquoi la ministre des Finances puis vice-première ministre fait partie du voyage en Ukraine. Je la comprends pas. Est-ce qu'elle est là en tant qu'Ukrainienne ou elle est là en tant que Canadienne? Parce que là, il y a comme un mélange des genres que je ne saisis pas. Ceci étant, je trouve que Mélanie Joly a connu une pente ascendante dans le poids politique qu'elle a depuis qu'elle est rentrée en politique. On se rappelle comment c'était catastrophique au patrimoine. Elle est partie refaire ses classes au tourisme. Puis maintenant, elle n'est pas catastrophique, ce qui est déjà un exploit quand on est à Ottawa. Je trouve que elle s'en sort relativement bien dans la crise ukrainienne. Puis, rappelons que c'est principalement des femmes qui sont autour de la table de décision là-dessus. La ministre de la Défense est une femme. Il y a Chrystia Freeland, évidemment, une femme. Et Mélanie Joly, qui est une femme. Ça, je trouve ça rafraîchissant d'un point de vue de politique internationale. Puis l'image que l'on donne à l'international pour des dossiers aussi importants. Marie, est-ce qu'on gère bien quand même le dossier ukrainien? Notre armée, ça a montré nos faiblesses. Ça a montré qu'on n'avait plus grand-chose à offrir. Est-ce que... Moi, j'ai trouvé qu'on était beaucoup dans la rhétorique. Est-ce qu'on a quand même eu des mesures adéquates, gel de compte bancaire, accueil des réfugiés? Plus à la fin, finalement, de 2022 qu'au début de la crise. Parce qu'au début de la crise, justement, je trouvais que Mélanie Joly était beaucoup à la traîne aussi de ce que les États-Unis faisaient. On sentait beaucoup d'improvisation. On sentait beaucoup pas de désorganisation, mais d'improvisation, je vais dire. C'était comme, OK, est-ce que le Canada sait où il s'en va, puis c'est quoi les bons boutons sur lesquels peser, puis toute la question des mesures diplomatiques. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'année 2022 a avancé, ça s'est amélioré. Puis tu as tout à fait raison que Mélanie Joly, elle a pris du galon aussi comme ministre, là, parce que son entrée en politique avec Netflix, ça avait été une catastrophe. Là, une méga catastrophe qui annonçait pas grand-chose de bon pour son avenir politique, mais là, je dois avouer qu'elle se replace. Elle a-t-elle un avenir dans l'après-Trudeau comme potentielle prétendante ou... Il n'y a pas une job au provincial? Je pense qu'elle le souhaite. Là. Au PLQ? Troisième vice-président? Non, le poste est comblé, j'ai cru comprendre. Mais je pense que le gros dossier à Ottawa 2022, c'est la fin de la naïveté par rapport à la Chine. Et ça, je pense que c'est ça qui va... Oui, l'Ukraine est un gros dossier, mais je pense par rapport à la Chine, ce qu'on voit, en décembre, on parle de postes de police chinois. Il y a comme une fin d'une certaine naïveté.
Bon, là, il y a beaucoup de questions, par exemple. Là. Y a-tu de l'ingérence? Y a-tu de l'interférence? Il s'est passé quoi en 2019? Il s'est passé quoi en 2021? Ça, c'est pas trop clair. Là. Quand Justin Trudeau va parler d'ingérence avec le président chinois, ben après ça, il dit personne ne m'a briefé là-dessus. Je parlais pas d'élection, mais tu parlais de quoi, là? T'as-tu pogné le gars là, au G20 et dit hey, l'ingérence, c'est pas correct, là? Ouais, je dis, mais tu vois, ça aussi, c'est un autre dossier qui a été un peu, excuse-moi, Marc-André, mais tu sais, qui a été un peu balayé en dessous du tapis, là, de savoir qu'il y a eu de l'ingérence dans des élections au Canada. Ça devrait être un immense scandale. Puis le premier ministre s'est dit, ça n'a pas changé l'issue. Moi, ça me dérange pas que ça n'a pas changé l'issue. Ce que je veux savoir, c'est qui les candidats qui ont été soutenus. Est-ce qu'il y a des députés à la Chambre des communes qui ont été soutenus financièrement? C'est fondamental, tu sais. Puis là, c'est beau, pouf. Mais 2023, on va en parler encore. Je pense pas que c'est fini, là. Mais il faut voir la faiblesse de notre doctrine de relations internationales. On n'a pas de présence. On est inexistant sur la scène internationale. On pourrait naturellement être dans des zones d'influence, notamment en Afrique avec la francophonie. On est comme les seuls à pouvoir jouir et de la présence en francophonie et dans le Commonwealth. On fait rien avec ça. Les relations avec la Chine s'est tendu. Les relations avec les pays du Moyen-Orient s'est tendu. Les relations avec, évidemment, la Russie s'est tendue. Sud-Est, on n'est pas là. L'Afrique, on n'est pas là. On est là nulle part. On s'attendait à ce que la relation soit plus fluide avec un démocrate à la Maison-Blanche. On n'a pas vu la bromance qu'il y avait avec Obama. Donc, les relations avec l'administration américaine sont faibles et on ne connaît pas la vision des relations internationales du Canada, de Justin Trudeau, de sa ministre. On a eu un semblant de Chrystia Freeland quand il est parti faire son discours à la fin de l'automne à Washington. Mais quel forum le Canada veut occuper, quelle influence le Canada veut développer? Zéro puis une barre. À l'heure actuelle, le Canada a essayé de repousser le sommet de la francophonie qui a eu lieu récemment en Tunisie et n'a pas réussi. Quoi de son plus grand fait d'armes international, c'est encore de s'être costumé quand il est allé en Inde, tu sais, je sais pas si ça... Non, mais c'est un peu dur, là. C'est un petit peu ça date un peu aussi. OK, ça manque peut-être de nuances, mais c'est imagé. Là, il a chanté au décès de la reine, rappelons-nous. Voyons donc, guys, c'est pas les costumes. Maman mia, Bohemian Rhapsody en Angleterre. C'est vrai, ça, c'est un autre fait d'armes important. Tu vois, il y en ça avait deux. Ça arrête pas. On va voir si ça va s'améliorer en 2023. Vous écoutez la revue politique Cube Radio. La revue de l'année politique avec Philippe-Vincent Foisy. 2023 nous réserve de belles surprises. Il y a plusieurs enjeux qu'on va surveiller dans nos boules de cristal, dans les feuilles de thé. En tout cas, faites les prévisions que vous voulez. Il y a des gros sujets qui vont nous préoccuper avec Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc et Marie Montpetit. Marc-André, on va évacuer un peu le fédéral. Est-ce qu'on s'en va en élection ou on n'y va pas en élection? Moi, je vois deux scénarios. Soit qu'on est dit entre le 1er janvier 2023 et la fête nationale ou la fête du Canada, peu importe, je vois soit qu'on est en élection déclenchée par M. Trudeau après le budget ou une course à la chefferie. Libéral. Ben voyons. Ouais, il y a deux scénarios. Il peut pas en avoir un troisième. Non. À Ottawa, il y a toujours un troisième. Non, c'est deux. Il se passe rien. C'est deux. On s'en reparle au bilan l'an prochain, mais il y a deux scénarios d'ici. Moi, j'ajoute le troisième scénario. C'est plate. On verra. Il se passe rien. On verra. Marie, élection fédérale? Élection fédérale, très possible. Ah ouais? Très possible. 50-50. 50-50. Bon, tu sais, ça lève pas fort, hein. Ça lève pas fort. Donc, je pense qu'on va voir ce que M. Poilievre va faire aussi, s'il va être un agitateur, mais. OK. J'y crois pas, moi. Merci, Yasmine. J'y crois pas aux élections cette année. Moi, je pense 2024 va être une année électorale fédérale, pas 2023. Ça va vite, Yasmine. Je sais. Puis là, Jack Meat, là, il va pas vouloir aller en élection. Fait qu'il va tout faire en sorte mais c'est juste là qu'il va y aller. Oui, mais sur la base de quoi? La dernière fois qu'il est parti en campagne électorale, quand personne ne voulait y aller parce que personne ne comprenait la raison pour laquelle aller en campagne électorale, ça y a coûté beaucoup de crédibilité puis beaucoup de jours de campagne. 2 semaines quasiment. Moi, j'ai une idée. Tu sais, les deux mains sur le volant. Tu sais, après le budget, tu dis deux mains sur le volant. Il les a, les deux mains. Il a 4 mains. C'est bon, ça a marché. C'est une bonne ligne. Bon slogan, bravo. Je sais pas où j'ai pris ça où. Il a 4 mains sur le volant. Il y a les siennes puis celles de Jack Meat. Ah oui. Ouais, mais Jack Meat, il va se tanner. Il va se tanner. Il se tanne pas, il n'y a pas une scène. Il va se tanner. C'est la plus belle affaire qu'il y a jamais eu. Ça va tellement bien. Ils sont sur le pilote automatique, il n'y a même pas besoin d'avoir les mains sur le volant. Exact. Mais en parlant de mains sur le volant, Marie,
Parti libéral. Ouais. Course cette année où on étire encore un peu. Il faudrait qu'il y ait des candidats. Il faudrait que des gens lèvent la main parce qu'on peut pas dire qu'il y a foule aux portes du paradis, mais c'est pas le paradis. C'est quoi les règles? Ça va se bousculer pour aller là, il y a les candidats à attendre, c'est ça. Les aspirants candidats, s'il y en a, parce qu'il y a des noms qui circulent, mais ça crie pas fort, là, mais les gens attendent de savoir justement les fameuses règles. Donc, c'est quoi le financement? Combien il faut que tu donnes d'argent? Donc, c'est ce genre de choses-là, le nombre de signatures que tu dois amasser, tout, là, mais... Il y a personne qui va lever la main aujourd'hui puis démissionner de sa job pour dire, parce que peut-être je vais y penser dans 18 mois. Non, mais même dans les députés, entre autres, on aurait pu penser qu'André Fortin, on s'est déragé, mais tu sais, l'on dit du bout des lèvres. Mais on sait qu'il y va pas. Il est en barrette, il a dit qu'il va pas. Pierre Moreau. Non, mais on fait pas la liste de tous ceux qui vont pas. Non, il va. Non, mais Marc Tanguay. Denis Coderre, ça n'a pas été facile. Marc Tanguay, il va-tu ou il va pas? Je sais pas, mais avec son début de mandat comme intérimaire, c'est pas fort. Moi, je pense que l'avenir du Parti libéral du Québec n'est pas au caucus. Ben non, j'espère. Non, moi, je souhaite surtout qu'elle ne soit pas au caucus. Allons chercher du 109, allons à l'extérieur. Allons à l'extérieur. C'est le fun. Alain Reyes, Joël Lightbound. Le fédéral est une belle. Une pépinière. Mélanie Joly. François-Philippe Champagne. Il ne faudrait pas que le PLC devienne le club école du PLQ non plus. Là, pas tous les déçus qui n'ont pas eu l'exposure que Justin Trudeau leur a pas donné. Le PLC, le club école du PLQ. C'est ça. Confidence pour confidence, moi, mon préféré, là, si j'ai à choisir. Si j'étais libéral, mettons, là. Puis là, j'ai pas le choix, faut que j'en prenne. On pourrait le ramener, il est disponible. Oui, il est dispo. Il y a plein de temps. On va l'appeler. Non, mais François-Philippe Champagne, ça, c'est un politicien. Moi, je l'ai vu à Saint-Tite, là, dans son comté. Là. Ça, c'est du politicien là, solide. Puis à Ottawa, il est solide. Il arrête pas. Il en sert des mains, des contacts. Là, il est tout le temps parti à gauche ou à droite. Mais ça, là, s'ils veulent avoir un bon politicien là, qui est capable d'avoir une feuille de route économique, parce que le Parti libéral se sont trompés de 16 milliards dans leur plateforme, mais c'est le parti de l'économie. On veut juste que quelqu'un qui est passé ses mathématiques de maternelle, là, de pouvoir compter des colonnes avec des... Bref, moi, je pense qu'il faut un organisateur. Le Parti libéral a besoin de quelqu'un qui est le général en temps de guerre, capable d'avoir la vision tant sur du contenu que sur l'organisation du parti politique. C'est qui ça, Yasmine? C'est qui, là? On jase, là. On jase. On va attendre que quelqu'un se déclare. Non, parce que Marc-André veut qu'on aime ça. Marc-André. Des sources nous disent que Marc-André serait intéressé. C'est là. Bon, ben ça y est, c'est bon, fait. Mais j'en profite justement, merci. Et mes deux coprésidentes seront Marie Montpetit et Céline. Voilà. Ça, c'est un coming out. Mais tu sais que Marie a été coprésidente de Dominique Anglade. J'ai un petit pif, donc finalement, j'aurais une présidente, Yasmine. Quel patinage. OK. As-tu quelque chose à dire, Marie, là-dessus? Tout ce que vous direz sera retenu contre ça, exactement. Parlons des fois, on fait des mauvais choix dans la vie. Il faut juste pas trop en faire. Je veux le dire comme ça. Apprendre de nos erreurs. Apprendre de nos erreurs. Sinon, on grandit pas. Exact. Yasmine, tu voulais parler d'immigration. Oui. 2023, ça va être une année très importante. Pas parce que l'immigration, tout d'un coup, on va en recevoir des tonnes et des tonnes, mais ça va être une année de décision. Déjà, il y a les discours du provincial avec le fédéral. Va-t-on avoir des pouvoirs supplémentaires? Avec la manière avec laquelle l'immigration a été abordée durant la campagne électorale, je ne vois ni un Justin Trudeau ni un Pierre Poilievre, disons-le franchement, dire « Ben oui, le Québec, vous êtes crédible en matière d'immigration. Tenez donc tous les pouvoirs puis faites donc ce que vous avez à faire. » Ça risque d'être difficile avec le fédéral, mais François Legault commence à voir qu'il y a des impératifs, notamment démographiques, politiques, sur le poids politique. Avec le 500 000, quel va être le chiffre du Québec, le réel? Quel va être le poids du français? Comment va-t-il pouvoir faire les arbitrages nécessaires entre sa ministre de l'Immigration, son ministre de l'Économie qui disent... Ouais, 100% francophone, mais il faut être réaliste, pragmatique, puis répondre aux besoins du marché du travail. Gros défi pour François Legault en matière d'immigration. Ouais, moi, la seule partie qui me rassure, c'est la nomination de sa nouvelle ministre, Mme Fréchette, qui a l'air d'être sensée, je vais le dire comme ça, dans ce dossier-là, parce que c'est vraiment le talon d'Achille de François Legault depuis le début, la question de l'immigration. Puis là, on le voit encore cette semaine, là, ça part dans toutes les directions. Là, c'est François Legault qui veut 100% d'immigration francophone, mais là, finalement, c'est des francotropes. Finalement, on vise vers 100%. Mais mettons un Américain anglophone qui va manger dans un resto français à New York.
Non, c'est pas correct. Je pense qu'il faut que tu maîtrises un petit peu la langue, mais c'est vrai que là, on sait comment il va y avoir des arbitrages entre les ministres économiques qui, eux, réalisent bien qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre partout sur le terrain. On a besoin de monde, puis au PC, puis on a besoin de gens qui sont surspécialisés. Moi, j'ai joué dans ce film-là dans un conseil des ministres comme ministre responsable de la langue française. T'as tout un enjeu à faire une adéquation aussi avec... c'est pas parce que tu parles français que tu réponds aux besoins sur le terrain, là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est un peu... C'est plus compliqué à intégrer aussi. C'est un peu aussi, plus compliqué que ce que François Legault a lancé dans les airs. Mais je pense, 2023, ce qu'on va voir, c'est que le 50 000, il va changer, là. Où on va trouver une façon là, de jouer avec le chiffre, là, de rénover par l'intérieur. Puis, Marie, tu viens de le dire, je pense que, tu sais, l'enjeu, là, la priorité des priorités, là, présentement, là, puis pour 2023, là, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Si on ne règle pas ça, ou si on n'est pas capable de trouver une façon de le régler, le reste ne tient plus. Santé, éducation, intégration des immigrants, le reste, là, c'est caduc. Ça n'existe pas, là. La priorité des priorités, là, j'espère que les politiciens vont se mettre les yeux devant les trous, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Mais moi, je veux juste rappeler une contradiction dans le discours que je vois très peu... qui est très peu relevé aujourd'hui. Le premier ministre nous parle qu'on vise une immigration 100% francophone. En passant à l'immigration, on n'en parle qu'elle est francophone que lorsqu'ils sont encore pas au Québec. Parce que dès qu'ils arrivent au Québec, tout d'un coup, ils deviennent une menace à la langue française parce que leur langue maternelle n'est pas le français, bien qu'ils parlent français à l'extérieur. Donc, tu arrêtes d'être francophone aux yeux des statistiques québécoises une fois que tu mets les pieds au Québec et tu deviens un allophone et donc une menace pour la langue française. Il va falloir déterminer quels sont les paramètres que l'on veut suivre pour assurer... Il y a la langue de travail, là, on a vu quand même une plus grande place de l'anglais puis un basculement des bilingues vers de l'anglais unilingue. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas des mêmes indicateurs. Chacun a des indicateurs différents. Déterminons lesquels on veut suivre pour assurer la protection de la langue française. Santé. On n'a pas beaucoup parlé dans la mesure où, Inch'Allah, on verra ce qui va se passer. Est-ce que ça peut se régler? Est-ce que ça peut se régler avec Ottawa? Est-ce que t'es optimiste, Marie, un peu? Je suis optimiste. C'est une vaste question, mais il faut l'être optimiste. Puis quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est ça. Je veux dire, si on veut régler les enjeux en santé, écoute, on manque d'inanothérapeutes, on manque, je veux dire, on parle beaucoup des médecins, là, mais on manque de la base, là. Puis donc, il y a besoin de gens si on veut régler les autres problèmes, mais c'est hyper préoccupant, là, parce que là, c'est l'accès. Je veux dire, c'est près d'1 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. C'est les urgences qui débordent, puis ils débordent solide, là, quand ils sont rendus à dire c'est préoccupant. C'est une question de sécurité des patients. Moi, ça me préoccupe beaucoup, ce dossier-là, énormément. Moi, j'ai hâte d'en apprendre plus sur ce qu'on nous avait annoncé bien avant la campagne électorale, le projet de décentralisation des services de santé. Là. J'ai l'impression que c'est comme tomber dans une craque, puis on n'en a plus parlé une fois que ça nous a été présenté. Ce projet-là de décentraliser les décisions dans les centres, dans les différents centres régionaux, ça ressemble à quoi? Ça va comment? Est-ce que c'est en place? Puis ça donne quel résultat? Aujourd'hui, on est comme dans la gestion continuelle de l'urgence d'aujourd'hui, de régler la situation ponctuelle d'aujourd'hui, mais on n'a pas vraiment de vision articulée sur le terrain d'une vision à plus long terme. Moi, mais ça fait... Même M. Dubé, là, ça fait quoi? Combien de réformes ou d'idées nouvelles ou de réformes? C'est des plans. Il présente des plans. On n'est même pas capable de gérer une ligne téléphonique. C'est ça qu'on a vu à la fin de 2022. Mais il manque de monde. Mais regarde, encore une fois, la pénurie de la main-d'œuvre. La pénurie de la main-d'œuvre. Fait que, pour moi, le discours d'ouverture de M. Legault, ça aurait dû être ça. Son fil conducteur aurait dû être la pénurie de la main-d'œuvre. Parce que si on ne règle pas ça, le reste ne tient pas. Là. Bon, un autre petit sujet en quelques secondes que vous allez suivre. Récession, l'économie, le climat, les barrages. Oui, moi, l'énergie, tout ce qui est efficacité, sobriété énergétique, les barrages, sur quelle rivière? Est-ce qu'on va être capable de faire ça en 2023, des barrages? On va voir ce qui se passe en Europe aussi cet hiver. Est-ce qu'il va y avoir une suite au bouclier anti-inflation? Il va y avoir d'autres chèques? Ça va ressembler à quoi? Est-ce que ça va être des mesures inflationnistes? J'ai hâte de connaître le prochain budget du gouvernement du Québec. Ah, absolument. Parce que toute la question de l'inflation, le coût de la vie, la hausse des tarifs, très préoccupant, là, ce que ça a comme conséquence chez les gens au quotidien. Marie Montpetit, Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc, merci beaucoup pour cette revue politique de l'année. Et surtout, merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez la réécouter sur Cube Radio, sur toutes nos plateformes en audio, en vidéo. Je m'appelle Philippe Vincent Foisy et je vous dis merci.